Avez-vous déjà levé les yeux vers le ciel nocturne et ressenti quelque chose d'étrange, quelque chose de profond, quelque chose qui vous a fait frissonner sans que vous puissiez l'expliquer? Ce sentiment que vous éprouvez lorsque vous contemplez les étoiles, cette sensation vertigineuse d'être infiniment petit face à l'immensité cosmique, ce n'est pas simplement de l'émerveillement. C'est une intuition que le cosmos essaie de vous murmurer quelque chose, un secret que la plupart des gens ne veulent pas entendre, un secret que la science a pourtant découvert et confirmé au fil des décennies de recherches acharnées. Et ce secret, le voici. Chaque étoile que vous voyez briller dans le ciel nocturne, chaque galaxie qui tourne majestueusement dans le vide cosmique, chaque lueur, chaque photon, chaque source de lumière dans l'univers entier est destinée à s'éteindre. Définitivement, irréversiblement. L'univers tout entier, cette cathédrale infinie de lumière et d'énergie que nous admirons depuis des millénaires, va un jour devenir complètement, absolument, irrémédiablement noir. Et ce n'est pas une hypothèse, ce n'est pas une théorie marginale, c'est la conclusion inéluctable des lois fondamentales de la physique, les mêmes lois qui font briller le soleil, qui font battre votre cœur, qui maintiennent les planètes sur leurs orbites. Ces lois mêmes dictent que tout ce qui brille finira par s'éteindre. Mais attendez, avant de ressentir de l'angoisse, avant de détourner le regard, posez-vous cette question. Qu'est-ce que cela signifie vraiment? Qu'est-ce que cela signifie de vivre dans un univers qui a une date d'expiration? Qu'est-ce que cela change dans la façon dont nous percevons notre existence, notre planète, notre civilisation, notre propre vie? Et surtout, comment cela se passera-t-il exactement? Quelles sont les étapes, les phases, les événements cosmiques qui mèneront notre univers de l'état brillant et vibrant que nous connaissons aujourd'hui à cette obscurité finale et éternelle? Ce soir, nous allons entreprendre un voyage. Pas un voyage ordinaire à travers l'espace tel qu'il est maintenant, mais un voyage à travers le temps. Tout le temps, depuis ce moment précis où vous écoutez ces mots, jusqu'à la fin absolue de tout. Le dernier photon, le dernier murmure d'énergie, le dernier frémissement de matière, et ce qui vient après. Ce voyage va durer longtemps, et il va vous emmener dans des endroits que votre esprit n'a peut-être jamais visités. Des endroits où le temps perd son sens, où les nombres deviennent si grands qu'ils défient l'imagination, où la réalité elle-même se transforme en quelque chose d'inimaginable. Et avant de commencer ce voyage extraordinaire, laissez-moi vous partager quelques faits qui vont peut-être vous couper le souffle. L'univers a environ 13,8 milliards d'années. Cela semble ancien, n'est-ce pas? Cela semble vieux, majestueux, vénérable, mais voici la vérité. 13,8 milliards d'années, dans le contexte de la durée totale de vie de l'univers, ce n'est rien. C'est moins que rien. C'est l'équivalent d'une fraction de seconde dans une vie humaine. Si vous mettiez toute l'histoire future de l'univers sur une horloge de 24 heures, tout ce qui s'est passé jusqu'à maintenant, y compris le Big Bang, la formation des premières étoiles, la naissance de notre galaxie, l'apparition de la vie sur Terre, l'émergence de la civilisation humaine, tout cela tiendrait dans les tout premiers millionièmes de seconde de cette horloge. Le reste, les 23 heures, 59 minutes et 59, quelque chose secondes restantes, serait une obscurité silencieuse et sans fin. Voici un autre fait qui devrait vous faire réfléchir.
environ 97% de toutes les étoiles qui existeront jamais dans l'univers ont déjà été formées. Vous avez bien entendu, la grande majorité de la production stellaire de l'univers est déjà derrière nous. Nous avons raté l'âge d'or de la formation des étoiles. Il s'est produit il y a environ 10 milliards d'années, bien avant que notre système solaire n'existe. À cette époque, les galaxies débordaient de gaz, de poussière, de nébuleuses fertiles qui donnaient naissance à des étoiles à un rythme frénétique. Aujourd'hui, ce rythme a considérablement ralenti. Notre propre Voie lactée ne produit qu'une ou deux nouvelles étoiles par an, contre des dizaines il y a des milliards d'années. Le déclin a commencé. La nuit tombe sur l'univers, lentement, imperceptiblement, mais inexorablement. Et puis, il y a ceci. En ce moment même, alors que vous écoutez ces mots, certaines des étoiles que vous pouvez voir dans le ciel nocturne sont déjà mortes. Leur lumière, voyageant à travers l'espace à 300 000 km par seconde, met des années, des siècles, parfois des millénaires à nous parvenir. Ce que vous voyez quand vous regardez une étoile, ce n'est pas l'étoile telle qu'elle est maintenant. C'est l'étoile telle qu'elle était quand cette lumière a commencé son voyage. Certaines de ces étoiles ont peut-être déjà explosé, se sont effondrées, se sont éteintes. Leur lumière est un fantôme, un écho du passé traversant le vide cosmique. Le ciel nocturne est, en quelque sorte, un cimetière dont les tombes brillent encore. Si vous êtes le genre de personne qui reste éveillée la nuit en pensant à l'univers, si ces questions vous fascinent autant qu'elles vous terrifient, alors vous êtes exactement là où vous devez être. Ce voyage va changer la façon dont vous voyez tout. Installez-vous confortablement, respirez profondément et laissez-vous emporter par l'histoire la plus grande jamais racontée. L'histoire de la fin de tout. Commençons par le commencement, ou plutôt par le présent. Car pour comprendre où l'univers se dirige, nous devons d'abord comprendre où il en est maintenant. En ce moment, nous vivons dans ce que les astrophysiciens appellent l'ère stellifère, l'âge des étoiles. C'est la période de l'histoire cosmique pendant laquelle les étoiles existent, brillent et illuminent l'univers. Cela semble être l'état naturel des choses, n'est-ce pas? Les étoiles ont toujours été là, elles seront toujours là. C'est ce que nous ressentons intuitivement quand nous levons les yeux. Mais cette intuition est profondément trompeuse. L'ère stellifère n'est pas l'état permanent de l'univers. C'est un chapitre. Un bref chapitre, en fait, dans un livre infiniment long dont la plupart des pages sont vides et sombres. Regardons les chiffres pour comprendre l'échelle de ce qui nous entoure. L'univers observable contient environ 2000 milliards de galaxies. 2000 milliards. Chacune de ces galaxies contient en moyenne 100 milliards d'étoiles. Certaines en contiennent beaucoup plus. Si vous multipliez ces nombres, vous obtenez environ 200 000 milliards d'étoiles dans l'univers observable. C'est un nombre tellement grand qu'il défie toute tentative de visualisation. Il y a plus d'étoiles dans l'univers observable que de grains de sable sur toutes les plages de la Terre. Chacune de ces étoiles est une fournaise nucléaire convertissant de l'hydrogène en hélium, libérant une quantité phénoménale d'énergie sous forme de lumière et de chaleur. Ensemble, elles illuminent le cosmos comme des milliards de bougies dans une cathédrale sans limite. Mais voici le problème. Chacune de ces bougies a une quantité limitée de cire, et quand la cire est consommée, la bougie s'éteint.
Il n'y a pas de réapprovisionnement. Il n'y a pas de livraison cosmique d'hydrogène frais pour les étoiles vieillissantes. Chaque étoile brûle sa réserve finie de combustible, et quand ce combustible est épuisé, c'est fini. La lumière s'éteint, et au niveau cosmique, le combustible global de l'univers, l'hydrogène gazeux dispersé entre les étoiles et les galaxies qui sert de matière première à la formation de nouvelles étoiles, ce combustible est lui aussi en train de s'épuiser. L'univers a déjà consommé la majorité de son carburant stellaire. Ce qui reste est dispersé, dilué et de plus en plus difficile à rassembler en raison de l'expansion cosmique. Quand le télescope spatial Hubble a été pointé vers un minuscule patch de ciel apparemment vide, pas plus grand qu'un grain de sable tenu à bout de bras, les astronomes ont découvert quelque chose de stupéfiant. Dans ce tiny fragment de ciel, il y avait environ 10 000 galaxies. 10 000 galaxies dans un espace que vous pourriez couvrir avec un grain de sable. L'univers semble infini, débordant de lumière et de vie. Mais cette apparence est trompeuse. C'est comme regarder une forêt en automne et croire que les feuilles resteront toujours sur les arbres, simplement parce qu'elles sont là maintenant et qu'il y en a tellement. Les feuilles tombent, les étoiles s'éteignent et les nouvelles poussent de moins en moins vite. Le taux actuel de formation d'étoiles dans l'univers est environ 30 fois inférieur à ce qu'il était à son pic, il y a environ 10 milliards d'années. C'est une baisse considérable. Si la formation d'étoiles était une entreprise, elle serait en déclin terminal. Les analystes cosmiques donneraient un pronostic sombre. Les meilleures années sont définitivement derrière nous. Et cette tendance ne va pas s'inverser. Les conditions qui ont permis le pic de formation stellaire, l'abondance de gaz, la densité des galaxies, les interactions gravitationnelles fréquentes, ces conditions ne reviendront jamais. L'expansion de l'univers y veille. Chaque seconde qui passe, l'espace entre les galaxies grandit, le gaz se disperse, et les possibilités de former de nouvelles étoiles diminuent un peu plus. Nous vivons donc dans le crépuscule cosmique, un coucher de soleil à l'échelle de l'univers. C'est magnifique, c'est spectaculaire, c'est baigné d'une lumière dorée qui éblouit nos télescopes et émerveille nos esprits, mais c'est un coucher de soleil. Et comme tous les couchers de soleil, il est suivi par la nuit. Sauf que cette nuit-là ne sera jamais suivie d'une aube. C'est la nuit finale, la nuit éternelle. Et pour comprendre pourquoi cette nuit est inévitable, nous devons comprendre ce qui fait briller les étoiles et pourquoi ce processus est fondamentalement limité. Une étoile est, en son essence, un équilibre précaire entre deux forces titanesques. D'un côté, il y a la gravité, cette force implacable qui cherche à comprimer la matière vers le centre, à écraser l'étoile sur elle-même, à la réduire en un point infiniment dense. De l'autre côté, il y a la pression de radiation, l'énergie libérée par les réactions nucléaires au cœur de l'étoile, qui pousse vers l'extérieur, qui résiste à la compression gravitationnelle, qui maintient l'étoile gonflée et rayonnante. Ces deux forces sont engagées dans une guerre perpétuelle, un bras de fer cosmique qui dure des millions, des milliards, parfois des milliers de milliards d'années. Tant que les réactions nucléaires continuent, la pression de radiation tient bon et l'étoile brille. Mais quand le combustible nucléaire s'épuise, la pression chute et la gravité gagne. Toujours. Sans exception. La gravité est patiente. La gravité est éternelle. Et la gravité gagne toujours à la fin. Le combustible qui alimente cette bataille
est l'hydrogène, l'élément le plus simple et le plus abondant de l'univers. Dans le cœur d'une étoile, les conditions sont extraordinaires, des températures de 15 millions de degrés Celsius, des pressions des milliards de fois supérieures à celles de l'atmosphère terrestre. Dans ces conditions extrêmes, les noyaux d'hydrogène, de simples protons, sont forcés de fusionner ensemble pour former des noyaux d'hélium. Ce processus, la fusion nucléaire, libère une quantité colossale d'énergie, conformément à la célèbre équation d'Einstein, E égale mc². Une petite quantité de masse est convertie en une grande quantité d'énergie. C'est cette énergie qui fait briller les étoiles, qui réchauffe les planètes, qui rend la vie possible. Notre Soleil, par exemple, convertit environ 600 millions de tonnes d'hydrogène en hélium chaque seconde. 600 millions de tonnes. Chaque seconde. Et il fait cela depuis 4,6 milliards d'années. C'est une quantité de combustible consommé qui dépasse l'imagination. Et pourtant, le Soleil a encore assez d'hydrogène dans son cœur pour continuer pendant environ 5 milliards d'années supplémentaires. Cela peut sembler rassurant à première vue. 5 milliards d'années, c'est une éternité à l'échelle humaine, mais à l'échelle cosmique, c'est un battement de cils. Et quand ces 5 milliards d'années seront écoulées, quand le dernier noyau d'hydrogène dans le cœur du Soleil aura été fusionné en hélium, le Soleil mourra. Pas immédiatement, pas instantanément, mais de manière certaine et irréversible. Le processus de naissance d'une étoile est en lui-même un spectacle magnifique. Tout commence dans une nébuleuse, un vaste nuage de gaz et de poussière flottant dans l'espace interstellaire. Ces nébuleuses sont les pouponnières de l'univers, les berceaux où naissent les étoiles. Sous l'influence de la gravité, ou parfois déclenchée par l'onde de choc d'une supernova voisine, une portion du nuage commence à s'effondrer sur elle-même. La matière se rassemble, se condense, se réchauffe. Un noyau dense se forme au centre, entouré d'un disque de matière tourbillonnante. La température au cœur de ce noyau monte, 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 jusqu'à atteindre le seuil critique de fusion nucléaire, environ 10 millions de degrés. À ce moment précis, l'hydrogène commence à fusionner, l'énergie jaillit et une nouvelle étoile s'allume. C'est comme l'allumage d'une allumette cosmique. Un instant de rien, puis la lumière. Mais toutes les étoiles ne sont pas créées égales. La masse d'une étoile à sa naissance détermine pratiquement tout le reste de son existence, sa luminosité, sa couleur, sa température, sa durée de vie et la manière dont elle mourra. C'est l'un des aspects les plus fascinants et les plus contre-intuitifs de l'astrophysique stellaire. Les étoiles les plus massives et les plus brillantes sont celles qui meurent le plus vite. Plus une étoile est grande, plus elle est lumineuse et plus elle consomme son combustible rapidement. C'est comme comparer une bougie à un feu de joie. Le feu de joie est spectaculaire, éblouissant, mais il consume son bois en une fraction du temps qu'il faudrait à la bougie pour se consumer. Prenons les différents types d'étoiles, en commençant par les plus modestes. Les naines rouges sont les étoiles les plus petites, les plus froides et les plus communes de l'univers. Elles représentent environ 75% de toutes les étoiles de la Voie lactée. Leur masse est comprise entre 8 et 50% de celle du Soleil. Elles brillent d'une lueur rouge terne, si faible qu'aucune naine rouge n'est visible à l'œil nu depuis la Terre, malgré leur nombre extraordinaire. Mais ce qu'elles manquent en éclat, elles le compensent en longévité. Les naines rouges sont les championnes de l'endurance cosmique.
parce qu'elles consomment leur hydrogène avec une parcimonie extrême, elles peuvent briller pendant des milliers de milliards d'années. Les plus petites naines rouges pourraient théoriquement vivre 10 000 milliards d'années ou plus. C'est plus de 700 fois l'âge actuel de l'univers. Aucune naine rouge n'a encore eu le temps de mourir depuis le Big Bang. Elles sont toutes encore là, toutes encore en train de briller, patientes et économes. Ce sont les dernières survivantes de l'ère stellifère, les dernières lumières qui s'éteindront dans un univers vieillissant. Ensuite, il y a les étoiles, comme notre Soleil, les étoiles de type spectral G, de masse moyenne. Elles brillent d'une lumière jaune-blanche avec des températures de surface d'environ 5500 degrés Celsius. Leur durée de vie est d'environ 10 milliards d'années, ce qui est confortable à l'échelle stellaire mais modeste comparé aux naines rouges. Notre Soleil, comme nous l'avons dit, est à peu près à mi-chemin de sa vie. Il a brûlé pendant 4,6 milliards d'années et il lui en reste environ 5 milliards. Ces étoiles meurent de manière relativement douce, en gonflant en géantes rouges, en éjectant leurs couches extérieures dans l'espace sous forme de nébuleuses, planétaires, et en laissant derrière elles un résidu compact et dense appelé naines blanches. Puis viennent les géantes et supergéantes bleues, les stars de l'univers stellaire. Ces monstres sont 10, 50, 100 fois ou plus massifs que le Soleil. Ils brillent d'un éclat bleu-blanc aveuglant, des millions de fois plus lumineux que notre étoile. Leur température de surface peut dépasser 30 000 degrés. Mais cette extravagance a un prix terrible. Elles brûlent leur combustible à un rythme prodigieux. Une étoile de 20 masses solaires peut épuiser tout son hydrogène en à peine 10 millions d'années. C'est 1000 fois moins que le Soleil. Ces étoiles vivent vite et meurent jeunes, dans des explosions cataclysmiques appelées supernovae, les événements les plus violents de l'univers. Et tout en haut de l'échelle se trouvent les hypergéantes, des étoiles si massives et si lumineuses qu'elles défient presque les limites de la physique. Des étoiles comme R136A1 dans le grand nuage de Magellan, avec une masse estimée à plus de 250 fois celle du Soleil et une luminosité presque 9 millions de fois supérieure. Ces étoiles sont les plus brillantes de l'univers, mais aussi les plus éphémères. Elles brûlent si furieusement qu'elles ne durent que quelques millions d'années avant d'exploser ou de s'effondrer. Elles sont les feux d'artifice du cosmos, spectaculaires, brèves et inoubliables. L'ironie de la physique stellaire est donc profonde et poétique. Les étoiles les plus brillantes sont celles qui meurent le plus vite. Les étoiles les plus ternes sont celles qui vivent le plus longtemps. L'éclat est inversement proportionnel à la longévité. C'est comme si l'univers avait intégré une leçon philosophique dans ses lois fondamentales. Brûler intensément signifie brûler brièvement. Et la lumière la plus modeste est celle qui dure le plus longtemps. Mais au-delà de la durée de vie individuelle des étoiles, il y a une question plus large et plus inquiétante. D'où viennent les nouvelles étoiles et pourquoi cette source se tarit-elle? La formation de nouvelles étoiles dépend de la disponibilité de gaz dans les galaxies, principalement de l'hydrogène moléculaire. Ce gaz se trouve dans des nuages interstellaires appelés nuages moléculaires géants. Quand ces nuages deviennent suffisamment denses et froids, des régions à l'intérieur s'effondrent sous leur propre gravité et donnent naissance à de nouvelles étoiles. Mais
Ce gaz n'est pas inépuisable. Chaque génération d'étoiles en consomme une partie. Une fraction du gaz est convertie en étoiles, qui à leur tour convertissent une partie de ce gaz en éléments plus lourds et en énergie. Quand les étoiles massives explosent en supernova, elles rejettent une partie de leur matière dans l'espace, enrichissant le milieu interstellaire en éléments lourds et fournissant du matériau pour de nouvelles étoiles. Mais ce recyclage n'est pas parfait. À chaque cycle, une partie de la matière est piégée dans des résidus stellaires, des naines blanches, des étoiles à neutrons, des trous noirs, des objets qui ne rendront jamais leur matière au milieu interstellaire. Le réservoir de gaz disponible diminue donc à chaque génération stellaire. Et puis, il y a l'expansion de l'univers, cette force silencieuse et implacable qui aggrave le problème de manière catastrophique. Mais nous y reviendrons bientôt. Pour l'instant, retenez ceci. Les étoiles brillent parce qu'elles brûlent de l'hydrogène par fusion nucléaire. Cet hydrogène est en quantité finie. Le taux de renouvellement diminue. Et un jour, dans un futur lointain mais certain, la dernière étoile de l'univers brûlera son dernier noyau d'hydrogène, émettra son dernier photon et s'éteindra. Et personne n'en allumera une nouvelle. Parlons maintenant de l'expansion de l'univers, car c'est peut-être le facteur le plus important, le plus dévastateur et le plus mystérieux dans le destin sombre qui attend le cosmos. En 1929, un astronome américain du nom d'Edwin Hubble fit une découverte qui allait bouleverser notre compréhension de l'univers. En observant des galaxies lointaines, il remarqua quelque chose d'étrange. La lumière de presque toutes les galaxies qu'il observait était décalée vers le rouge. Ce décalage vers le rouge, ou redshift, signifiait que ces galaxies s'éloignaient de nous. Et plus une galaxie était lointaine, plus elle s'éloignait rapidement. Ce n'était pas que les galaxies se déplaçaient à travers l'espace, comme des voitures sur une autoroute. C'était l'espace lui-même qui s'étirait, qui se dilatait, qui s'expandait. Les galaxies s'éloignaient les unes des autres, parce que le tissu même de l'univers entre elles grandissait. L'analogie classique est celle du pain au raisin. Imaginez un pain contenant des raisins, et imaginez que ce pain est en train de lever, de gonfler dans un four cosmique. Chaque raisin représente une galaxie. À mesure que la pâte gonfle, chaque raisin s'éloigne de tous les autres, non pas parce que les raisins bougent à travers la pâte, mais parce que la pâte elle-même grandit. Et plus deux raisins sont éloignés l'un de l'autre, plus la quantité de pâte entre eux est grande, et donc plus ils s'éloignent rapidement. C'est exactement ce qui se passe dans l'univers réel. L'espace entre les galaxies grandit. Et plus deux galaxies sont éloignées, plus l'espace entre elles grandit vite. Cette découverte fut révolutionnaire. Elle signifiait que l'univers n'était pas statique, pas éternel, pas immuable. Il avait un début, un moment où tout l'espace, toute la matière, toute l'énergie était comprimée dans un état extraordinairement chaud et dense, le Big Bang. Et depuis ce moment, l'univers n'a cessé de s'expandre, de se refroidir, de se diluer. Mais voici où l'histoire prend un tournant sombre et inattendu. Pendant la majeure partie du XXe siècle, les scientifiques supposaient que l'expansion de l'univers ralentissait progressivement, freinée par la gravité de toute la matière qu'il contient. C'était logique. La gravité attire, elle freine, elle ralentit. L'univers en expansion devrait donc décélérer, comme une balle lancée en l'air qui ralentit avant de retomber.
La grande question était de savoir si l'univers ralentirait suffisamment pour s'arrêter et peut-être s'inverser, menant à un Big Crunch, un effondrement final, ou s'il continuerait à s'expandre pour toujours, de plus en plus lentement. En 1998, deux équipes indépendantes de cosmologistes firent une découverte qui allait leur valoir le prix Nobel de physique en 2011. En observant des supernovae de type 1A dans des galaxies lointaines, des explosions stellaires dont la luminosité intrinsèque est connue avec précision et qui servent donc de chandelles standard pour mesurer les distances cosmiques, ils découvrirent quelque chose de stupéfiant. Les supernovas les plus lointaines étaient plus faibles que prévu. Cela signifiait qu'elles étaient plus éloignées que ce que les modèles prédisaient. Et cela, à son tour, signifiait que l'expansion de l'univers ne ralentissait pas. Elle accélérait. L'univers ne se contentait pas de grandir, il grandissait de plus en plus vite. Quelque chose le poussait, le propulsait, l'étirait avec une force croissante. Et cette force, cette énergie mystérieuse et invisible qui représente environ 68% du contenu total de l'univers, fut baptisée énergie sombre. Dark Energy. L'énergie sombre est peut-être le plus grand mystère de la physique moderne. Nous savons qu'elle existe parce que nous observons ses effets. Nous savons qu'elle constitue la majorité du contenu de l'univers. Mais nous ne savons pas ce qu'elle est. Est-ce une propriété intrinsèque de l'espace lui-même, comme Einstein l'avait suggéré avec sa constante cosmologique? Est-ce un champ d'énergie dynamique qui remplit l'univers, ce que certains physiciens appellent la quintessence? Est-ce quelque chose d'entièrement différent, quelque chose que nos théories actuelles ne peuvent même pas concevoir? Nous ne savons pas. Mais nous savons ce qu'elle fait. Elle pousse l'univers à s'expandre de plus en plus vite. Et les conséquences de cette accélération pour l'avenir de l'univers sont terrifiantes. À mesure que l'expansion s'accélère, les galaxies s'éloignent les unes des autres de plus en plus rapidement. Les galaxies les plus lointaines s'éloignent déjà de nous plus vite que la vitesse de la lumière. Oui, vous avez bien entendu. Non, cela ne viole pas la relativité restreinte, car ce n'est pas les galaxies qui se déplacent à travers l'espace plus vite que la lumière. C'est l'espace lui-même qui s'étire plus vite que la lumière ne peut le traverser. Et cela a une conséquence profonde. La lumière émise par ces galaxies lointaines ne nous atteindra jamais. Elles sont en effet au-delà de notre horizon cosmique, inaccessibles et invisibles pour toujours. Chaque seconde qui passe, d'autres galaxies franchissent ce seuil. L'univers observable, la portion de l'univers dont la lumière peut nous parvenir, est en train de rétrécir. Pas en taille absolue, mais en termes de ce que nous pouvons détecter et observer. Les informations sur l'univers lointain nous échappent, une galaxie à la fois. Projetons-nous dans le futur. Dans des dizaines de milliards d'années, l'accélération cosmique aura repoussé la quasi-totalité des galaxies au-delà de notre horizon observable. La Voie lactée, fusionnée avec Andromède et quelques autres galaxies de notre groupe local liées gravitationnellement, se retrouvera seule, complètement seule. Une île dans un océan d'obscurité en expansion infinie. Une civilisation qui naîtrait dans cette galaxie fusionnée, dans ce futur lointain, lèverait les yeux vers le ciel et ne verrait rien au-delà de sa propre galaxie. Pas de galaxie lointaine, pas de fond diffus cosmologique, pas de preuve du Big Bang. Elle pourrait croire que l'univers se limite à sa seule galaxie, flottant dans un vide infini et immuable.
toutes les preuves de l'histoire cosmique, de l'expansion de l'univers, de l'existence de milliards d'autres galaxies auraient été emportées au-delà de l'horizon, effacées par l'expansion même de l'espace. L'univers cacherait son propre passé. Mais l'expansion cosmique ne se contente pas de repousser les galaxies hors de vue. Elle dilue aussi le gaz intergalactique, ce matériau précieux dont les galaxies ont besoin pour former de nouvelles étoiles. Normalement, les galaxies peuvent attirer du gaz frais depuis leur environnement, alimentant ainsi de nouvelles générations d'étoiles. Mais à mesure que l'espace s'étire, ce gaz se disperse, se raréfie, devient de plus en plus difficile à capter. C'est comme essayer de remplir un seau dans une rivière dont le débit diminue jour après jour. Un jour, la rivière sera tarie. Et ce jour-là, les dernières étoiles qui pouvaient encore naître ne naîtront pas. Imaginez cela. Imaginez que vous êtes sur une île et que l'océan monte lentement autour de vous. Un par un, les autres îlots à l'horizon disparaissent sous les vagues. D'abord les plus éloignés, puis les plus proches. Un par un. Jusqu'à ce que vous soyez seul. Complètement seul. Avec un ciel vide au-dessus de vous et une obscurité grandissante tout autour. C'est exactement ce qui arrive à chaque amas de galaxies dans l'univers. L'expansion cosmique les isole, les affame, les condamne à une solitude définitive. Et dans cette solitude, privée de gaz frais, les galaxies n'auront d'autre choix que de regarder leurs dernières étoiles vieillir et mourir, une par une, sans espoir de renouveau. Nous sommes sur le point de plonger plus profondément dans le futur que la plupart des gens ne l'ont jamais imaginé. Si ce voyage vous fascine, si ces révélations vous font réfléchir, si vous ressentez cet étrange mélange de terreur et d'émerveillement que les philosophes appellent le sublime, alors continuez à écouter, car ce n'est que le début. Nous n'avons pas encore parlé de la mort de notre propre soleil, de l'effondrement des dernières étoiles, de la dissolution de la matière elle-même, ni du règne solitaire et silencieux des trous noirs. L'histoire de la fin de l'univers est longue, complexe, fascinante et profondément émouvante. Et nous allons la raconter en entier, depuis les premières fissures dans la lumière cosmique jusqu'au dernier souffle d'énergie dans le vide éternel. Rapprochons maintenant notre regard. Avant de contempler la mort de l'univers tout entier, contemplons d'abord la mort de notre propre étoile, le Soleil. Cet astre qui nous est si familier, si rassurant, si constamment présent, que nous oublions parfois qu'il est une étoile comme les autres, soumise aux mêmes lois physiques, destinée au même sort final. Le Soleil a actuellement environ 4,6 milliards d'années. Il est ce que les astronomes appellent une étoile de la séquence principale, ce qui signifie qu'il brûle de l'hydrogène dans son cœur de manière stable et prévisible. Mais cette stabilité a une date d'expiration. Le Soleil ne reste pas parfaitement constant au fil du temps. Il devient lentement, imperceptiblement plus lumineux, environ 10% plus lumineux tous les milliards d'années. Cela peut sembler insignifiant, mais les conséquences pour la Terre sont dramatiques. Dans environ 1 milliard d'années, le Soleil sera suffisamment lumineux pour provoquer un emballement de l'effet de serre sur Terre. Les températures de surface augmenteront de manière catastrophique. Les océans commenceront à s'évaporer. L'eau, cette molécule miraculeuse qui rend la vie possible, sera lentement chassée de la surface de notre planète et décomposée par le rayonnement ultraviolet dans la haute atmosphère. L'hydrogène s'échappera dans l'espace et l'eau sera perdue pour toujours. La Terre deviendra un monde aride,
brûlant, stérile, semblable à Vénus. Si des êtres humains ou leurs descendants existent encore à cette époque, ils devront avoir quitté la Terre depuis longtemps. Notre monde natal ne sera plus habitable. Dans environ 3,5 milliards d'années, les conditions sur Terre seront devenues véritablement infernales. La surface sera un désert torride. Les températures dépasseront plusieurs centaines de degrés. L'atmosphère sera épaisse et toxique, saturée de dioxyde de carbone. Toute trace de vie complexe aura disparu depuis longtemps. La Terre sera un tombeau rocheux tournant silencieusement autour d'un soleil de plus en plus vorace. Puis, dans environ 5 milliards d'années, le drame final du Soleil commencera. Le cœur du Soleil aura épuisé la quasi-totalité de son hydrogène. Le cœur, désormais composé principalement d'hélium, commencera à se contracter sous la gravité, privé de la pression de radiation qui le maintenait. Cette contraction réchauffera les couches d'hydrogène entourant le cœur, déclenchant une fusion en coquille. L'énergie supplémentaire produite par cette fusion en coquille sera énorme et elle poussera les couches extérieures du Soleil vers l'extérieur. Le Soleil commencera à gonfler, et gonfler, et gonfler encore. C'est la phase de géante rouge. Le Soleil gonflera jusqu'à atteindre environ 200 fois son diamètre actuel. Son bord extérieur s'étendra au-delà de l'orbite de Mercure, puis au-delà de l'orbite de Vénus. Mercure sera englouti, consumé par les couches extérieures incandescentes du Soleil mourant. Vénus subira le même sort. Et la Terre? Le destin de la Terre dans ce scénario est incertain. Certains modèles suggèrent que la Terre sera elle aussi engloutie par le Soleil géant rouge. D'autres suggèrent que la perte de masse du Soleil pendant cette phase d'expansion, car il éjectera une quantité considérable de matière dans l'espace, fera reculer l'orbite terrestre suffisamment pour échapper à l'engloutissement. Mais même si la Terre survit physiquement, elle sera rôtie, stérilisée, dépouillée de toute atmosphère, transformée en une boule de roche fondue et incandescente, orbitant dans les couches extérieures brûlantes d'une étoile mourante. Cela n'a rien de la survie dans un sens qui nous importe. Le Soleil rouge géant ne sera pas un spectacle dénué de beauté, malgré sa nature destructrice. Vu depuis une planète lointaine, il apparaîtrait comme un disque énorme et rougeoyant, occupant une portion considérable du ciel. Sa surface ondulerait et pulserait, parcourue de convections géantes et de vents stellaires violents. Sa luminosité serait des milliers de fois supérieure à celle du Soleil actuel, mais sa température de surface serait plus basse, d'où sa couleur rouge-orangée. C'est un type de beauté crépusculaire, une beauté qui vient de la fin des choses. Puis, la fin viendra. Le cœur d'hélium du Soleil, comprimé et réchauffé par la gravité, atteindra un seuil de température suffisant pour déclencher une nouvelle réaction de fusion, la fusion de l'hélium en carbone et en oxygène. Ce sera le flash de l'hélium, un événement bref et violent au cœur de l'étoile. Le Soleil se stabilisera temporairement, brûlant de l'hélium dans son cœur pendant environ 100 millions d'années. Mais l'hélium, lui aussi, est un combustible limité. Quand il sera épuisé, le cœur se contractera à nouveau. Pour une étoile de la masse du Soleil, les températures ne seront jamais assez élevées pour fusionner le carbone. C'est la fin de la route nucléaire. Il n'y a plus de combustible que le Soleil puisse brûler. Ce qui se passera ensuite est à la fois spectaculaire et mélancolique. Les couches extérieures du Soleil, devenues instables, seront éjectées dans l'espace en une série de pulsations.
ces couches de gaz s'étendront en une coquille lumineuse et colorée autour du cœur dénudé de l'étoile. C'est ce qu'on appelle une nébuleuse planétaire, un nom trompeur car cela n'a rien à voir avec les planètes. C'est l'un des plus beaux spectacles de l'univers. Des anneaux concentriques de gaz irradiés brillent en vert, en bleu, en rouge, en violet, sculptés par les vents stellaires et le rayonnement ultraviolet du cœur brûlant au centre. Les nébuleuses planétaires que nous observons aujourd'hui, comme la nébuleuse de l'anneau, la nébuleuse de l'œil de chat, la nébuleuse de l'hélice, sont les restes d'étoiles qui ont vécu et sont mortes avant notre Soleil. Elles sont des monuments funéraires, stellaires, d'une beauté à couper le souffle. Mais les nébuleuses planétaires sont éphémères à l'échelle cosmique. En quelques dizaines de milliers d'années, le gaz éjecté se dispersera et se mélangera au milieu interstellaire, devenant invisible. Et au centre de l'ancienne nébuleuse, tout ce qui restera du Soleil sera son cœur dénudé, une naine blanche. Un objet extraordinaire. La naine blanche est le cadavre stellaire du Soleil. Elle a à peu près la taille de la Terre, mais elle contient environ la moitié de la masse originale du Soleil. Sa densité est phénoménale. Une cuillère à café de matière de naine blanche pèserait environ 5 tonnes sur Terre. Elle ne produit plus aucune énergie par fusion nucléaire. Elle brille uniquement grâce à la chaleur résiduelle accumulée pendant des milliards d'années de fusion. Et elle se refroidit, lentement, inexorablement, elle se refroidit. Au fil des milliards d'années, puis des milliers de milliards d'années, la naine blanche passera du blanc au jaune, du jaune à l'orange, de l'orange au rouge, du rouge au brun, et finalement à l'obscurité totale. On appelle ce stade hypothétique, final, une naine noire, une naine blanche qui s'est refroidie au point de ne plus émettre aucune lumière détectable. Mais voici le fait remarquable. L'univers n'est pas encore assez vieux pour qu'une seule naine noire ait eu le temps de se former. Le refroidissement prend tellement de temps que même les plus anciennes naines blanches de l'univers sont encore tièdes et brillantes. Les naines noires sont des objets purement théoriques, des fantômes du futur qui n'existent pas encore, mais ils existeront un jour. Notre Soleil mourra donc de cette manière, pas dans une explosion cataclysmique, pas dans une détonation de supernova, mais dans un long et lent déclin. Un gonflement, une expulsion, un refroidissement, un soupir cosmique, un murmure d'adieu. Et ce qui restera sera un petit caillou de carbone et d'oxygène cristallisé, flottant dans l'obscurité, entouré des orbites vides de planètes mortes. C'est le destin de notre étoile. C'est le destin de 97% de toutes les étoiles de l'univers. Car la grande majorité des étoiles ne sont pas assez massives pour mourir en supernova. Elles mourront comme le Soleil, en naine blanche, en lente braise, se refroidissant dans le noir. Mais les étoiles ne meurent pas toutes de la même façon. Et il est important de comprendre les autres formes de mort stellaire, car elles contribuent toutes à la transformation progressive de l'univers lumineux en un cosmos sombre, peuplé de cadavres. Les étoiles les plus massives, celles qui dépassent 8 masses solaires environ, meurent de manière beaucoup plus spectaculaire. Pour ces géantes, la fusion nucléaire ne s'arrête pas au carbone et à l'oxygène. Les températures et les pressions dans leur cœur sont suffisantes pour fusionner des éléments de plus en plus lourds, le carbone en néon, le néon en oxygène, l'oxygène en silicium et finalement le silicium en fer.
Chaque étape de fusion se produit plus rapidement que la précédente, car chaque combustible plus lourd libère moins d'énergie. La fusion de l'hydrogène peut durer des millions d'années. La fusion de l'hélium, quelques centaines de milliers d'années. La fusion du carbone, quelques siècles. La fusion du néon, quelques années. La fusion de l'oxygène, quelques mois. Et la fusion du silicium en fer, environ un jour, un seul jour. Et puis tout s'arrête. Le fer est un cul-de-sac nucléaire. La fusion du fer ne libère pas d'énergie, elle en consomme. C'est une réaction endothermique. Le cœur de l'étoile, désormais composé de fer, ne peut plus générer la pression nécessaire pour résister à la gravité. Et en une fraction de seconde, littéralement en quelques millisecondes, le cœur s'effondre. La matière tombe vers le centre à une vitesse atteignant un quart de la vitesse de la lumière. Le cœur est comprimé jusqu'à des densités nucléaires. Les protons et les électrons sont écrasés ensemble pour former des neutrons. Un objet incroyablement dense, d'à peine une dizaine de kilomètres de diamètre mais contenant 1 à 2 masses solaires de matière, se forme au centre. C'est une étoile à neutrons. L'effondrement du cœur libère une quantité d'énergie absolument colossale, principalement sous forme de neutrinos. Et les couches extérieures de l'étoile, tombant vers le cœur effondré, rebondissent sur la surface incroyablement dense de l'étoile à neutrons naissante. Ce rebond, amplifié par les neutrinos qui transfèrent une fraction de leur énergie aux couches en chute, déclenche une onde de choc qui se propage vers l'extérieur. Cette onde de choc déchire l'étoile de l'intérieur, éjectant ses couches extérieures dans l'espace à des milliers de kilomètres par seconde. C'est la supernova. En quelques secondes, l'étoile mourante libère plus d'énergie que notre Soleil n'en produira pendant toute sa vie de 10 milliards d'années. Pendant quelques semaines, une seule supernova peut briller plus fort que la totalité de sa galaxie haute, des centaines de milliards d'étoiles. Les supernovas sont les grandes pourvoyeuses de la galaxie. L'énergie de l'explosion forge des éléments plus lourds que le fer, l'or, le platine, l'uranium, des éléments qui ne peuvent être créés que dans les conditions extrêmes d'une supernova. Ces éléments sont dispersés dans l'espace, enrichissant le milieu interstellaire, fournissant les matériaux nécessaires à la formation de planètes rocheuses et, en fin de compte, de la vie. Le calcium dans vos os, le fer dans votre sang, l'oxygène que vous respirez, tout cela a été forgé dans le cœur d'étoiles massives et dispersé par des supernovas il y a des milliards d'années. Vous êtes, littéralement, fait de poussière d'étoiles. Mais aussi spectaculaires et généreuses que soient les supernovas, elles contribuent au déclin inexorable de l'univers. Chaque supernova laisse derrière elle un résidu compact, étoile à neutrons ou trou noir, qui piège une partie de la matière pour toujours. Et le gaz éjecté, bien qu'il enrichisse le milieu interstellaire, est de plus en plus difficile à rassembler en raison de l'expansion cosmique. Les supernovae sont à la fois des actes de création et de destruction, des phénix cosmiques qui donnent naissance à de nouveaux éléments tout en scellant le destin d'étoiles qui ne renaîtront jamais. Parlons maintenant des étoiles à neutrons, ces objets extraordinaires laissés derrière par les supernovae d'étoiles modérément massives. Une étoile à neutrons est un objet de 10 à 15 km de diamètre qui contient entre 1 et 2 masses solaires de matière. Sa densité est presque inconcevable. Une cuillère à café de matière d'étoile à neutrons pèserait environ 1 milliard de tonnes.
C'est comme si vous compressiez toute l'humanité, les 7 milliards d'êtres humains, dans un dé à coudre. La surface d'une étoile à neutrons est un environnement d'une violence inimaginable. Le champ gravitationnel est 200 milliards de fois plus intense que celui de la Terre. Le champ magnétique peut être 1 milliard de fois plus puissant que celui de la Terre. La surface est composée d'un cristal de fer ultra compressé et l'intérieur est fait d'un fluide de neutrons superfluide, un état de la matière qui n'existe nulle part ailleurs dans l'univers observable. Certaines étoiles à neutrons tournent sur elles-mêmes à des vitesses vertigineuses, parfois des centaines de rotations par seconde. Quand leurs faisceaux de rayonnement électromagnétique balayent notre ligne de visée, nous les détectons comme des pulsars, des sources de radiation pulsées, avec une régularité de métronome. Les pulsars sont parmi les horloges les plus précises de l'univers. Mais même les pulsars ralentissent. Leur rotation est freinée par l'émission de rayonnement et de vents de particules. Au fil des millions et des milliards d'années, ils tournent de plus en plus lentement, leur faisceau faiblit, et ils finissent par devenir silencieux et invisibles. Des étoiles à neutrons froides, sombres, inertes, dérivant dans le vide. Encore un type de cadavre stellaire, ajouté au cimetière cosmique grandissant. Et puis, il y a les trous noirs. Quand l'étoile mourante est suffisamment massive, le cœur qui s'effondre n'est pas stoppé par la pression de dégénérescence des neutrons. L'effondrement continue, irrésistible, jusqu'à ce que toute la matière soit comprimée dans un volume infiniment petit, une singularité, entourée d'une frontière invisible, appelée l'horizon des événements. Un trou noir est né. À première vue, les trous noirs semblent être l'incarnation même de l'obscurité. Ils ne brillent pas. Aucune lumière ne s'échappe de leur horizon des événements. Ils sont des puits de gravité si profonds que rien, pas même la lumière, ne peut s'en échapper une fois passé le seuil. Ils sont, en quelque sorte, des morceaux de ténèbres permanentes dans le tissu de l'espace-temps. Et ils joueront un rôle central dans les derniers actes de l'histoire de l'univers. Mais nous y reviendrons. Pour l'instant, dressons l'inventaire de la mort stellaire. Les étoiles les moins massives deviennent des naines blanches. Les étoiles modérément massives deviennent des étoiles à neutrons. Les étoiles les plus massives deviennent des trous noirs. Chaque type de résidu stellaire est un objet sombre ou presque sombre, un vestige de ce qui fut autrefois une source de lumière. Et à mesure que les étoiles meurent et que de moins en moins de nouvelles étoiles naissent pour les remplacer, l'univers se remplit progressivement de ces cadavres stellaires, des naines blanches qui se refroidissent, des étoiles à neutrons qui ralentissent, des trous noirs qui absorbent silencieusement tout ce qui passe à leur portée. L'univers se transforme lentement en un vaste cimetière cosmique, parsemé des tombes de milliards d'étoiles éteintes. Chaque type d'étoile a sa propre façon de mourir, mais toutes partagent un point commun. Elles finissent toutes par s'éteindre. Il n'y a pas d'exception, pas de sursis, pas de miracle. Les lois de la physique sont implacables sur ce point. Chaque source de lumière dans l'univers est temporaire, et quand la dernière s'éteindra, il ne restera que les ténèbres. Mais avant que l'univers ne sombre dans cette longue nuit, il y aura un dernier spectacle, un dernier feu d'artifice cosmique. Dans environ 4,5 milliards d'années, quelque chose d'extraordinaire va se produire dans notre voisinage cosmique. La galaxie d'Andromède, notre plus proche grande voisine galactique,
situé à environ 2,5 millions d'années-lumière de nous, fonce vers la Voie lactée à une vitesse d'environ 110 km par seconde. C'est l'une des rares galaxies qui ne s'éloigne pas de nous, car la gravité mutuelle entre la Voie lactée et Andromède est suffisamment forte pour vaincre l'expansion cosmique à cette distance relativement courte. Les deux galaxies sont engagées dans une danse gravitationnelle depuis des milliards d'années, et cette danse mène inévitablement vers une collision. Le mot collision est peut-être trompeur. Peut-être, quand deux galaxies se rencontrent, les étoiles individuelles ne se heurtent pratiquement jamais. L'espace entre les étoiles est tellement vaste par rapport à la taille des étoiles elles-mêmes que les deux galaxies vont essentiellement se traverser l'une l'autre. C'est comme deux essaims d'abeilles qui se croisent dans un immense hangar. Les abeilles individuelles ont très peu de chances de se toucher, mais les nuages de gaz interstellaires, eux, vont entrer en collision. Et ces collisions de gaz vont déclencher une vague massive de formation d'étoiles. Des nébuleuses vont être comprimées. Des centaines de milliers de nouvelles étoiles vont s'allumer simultanément, illuminant les deux galaxies en fusion d'une lumière spectaculaire. Ce sera un baby-boom stellaire, une dernière explosion de créativité cosmique. Si des êtres humains ou leurs descendants pouvaient observer ce spectacle depuis une planète sûre à distance, le ciel nocturne serait à couper le souffle. Des bras spiraux distordus s'étirant à travers le ciel, des queues de marées de matière arrachées par les forces gravitationnelles, des nébuleuses lumineuses parsemant le firmament, de jeunes étoiles bleues brillantes illuminant de vastes régions de l'espace. Ce serait le plus grand spectacle de lumière de l'histoire de notre coin de l'univers. La fusion prendra des centaines de millions d'années pour se compléter. Les deux galaxies passeront l'une à travers l'autre, s'éloigneront, reviendront, repasseront, encore et encore, dans une valse gravitationnelle de plus en plus serrée. Lentement, les deux structures spirales se dissoudront et se mélangeront pour former une seule grande galaxie elliptique. Les astronomes ont déjà baptisé cette future galaxie Milkomeda ou Milkdromeda. Elle sera plus grande que l'une ou l'autre de ces galaxies parentes, une structure ovale massive contenant les centaines de milliards d'étoiles des deux galaxies originales, plus les nouvelles étoiles formées lors de la collision. D'autres galaxies du groupe local, le petit amas de galaxies auxquelles appartiennent la Voie lactée et Andromède, seront également absorbées au fil du temps. Les nuages de Magellan, la galaxie du Triangle et une douzaine de petites galaxies naines seront toutes incorporées dans la galaxie fusionnée géante. Le groupe local se condensera en une seule structure gravitationnellement liée. Mais voici la grande ironie de cet événement spectaculaire. La fusion de la Voie lactée et d'Andromède sera aussi la dernière grande chose qui se passera dans notre voisinage cosmique. Après la frénésie de formation stellaire déclenchée par la collision, la plupart du gaz disponible sera consommé. La nouvelle galaxie fusionnée s'installera dans une vieillesse tranquille. Le taux de formation d'étoiles chutera drastiquement. Et au-delà du groupe local fusionné, l'expansion accélérée de l'univers aura emporté toutes les autres galaxies et tous les autres amas de galaxies au-delà de l'horizon observable. La galaxie fusionnée sera seule, totalement, absolument seule. Pas d'autres galaxies à fusionner, pas de gaz frais à capturer, pas de spectacle cosmique à observer, juste les étoiles existantes, vieillissant lentement, mourant une par une, sans être remplacées.
La collision de la Voie lactée et d'Andromède sera le plus grand spectacle de lumière de notre histoire cosmique locale. Et ce sera aussi l'un des derniers. Après cela, la lumière ne fait que diminuer. Comme un feu d'artifice final le soir de la nouvelle année, spectaculaire et éphémère, suivi du silence et de l'obscurité. Et maintenant, nous entrons dans le futur profond. Le futur très, très profond. Les échelles de temps dont nous allons parler à partir de maintenant sont si vastes, si incompréhensibles, que notre cerveau humain n'a tout simplement pas les outils cognitifs pour les appréhender pleinement. Mais essayons quand même, car c'est dans ces profondeurs temporelles que se joue le véritable drame cosmique, la lente et inexorable extinction de toute lumière. Bienvenue dans l'ère dégénérée. C'est le nom que les cosmologistes donnent à la période qui s'étend d'environ 100 000 milliards d'années à environ 10 puissance 40 ans dans le futur. Pour mettre ces nombres en perspective, l'âge actuel de l'univers, 13,8 milliards d'années, c'est environ 10 puissance 10 ans. 100 000 milliards d'années, c'est 10 puissance 14 ans. C'est 10 000 fois l'âge actuel de l'univers. Et ce n'est que le début de l'ère dégénérée. Sa fin se situe à 10 puissance 40 ans, un nombre si grand qu'il est pratiquement impossible de le concevoir. C'est un suivi de 40 zéros. Si vous écriviez ce nombre en entier, avec tous ces zéros, il tiendrait à peine sur une ligne de cette page. Et pourtant, c'est la durée de l'ère dégénérée. Que se passe-t-il pendant cette ère interminable? D'abord, les dernières étoiles meurent. Souvenez-vous des naines rouges, ces étoiles minuscules et économes qui constituent la majorité des étoiles de l'univers. Les plus petites d'entre elles peuvent brûler pendant 10 000 milliards d'années ou plus. Ce sont les dernières survivantes de l'ère stellifère, les dernières braises du grand feu cosmique. Pendant des milliers de milliards d'années, ces petites étoiles rougeoyantes seront les seules sources de lumière dans un univers de plus en plus sombre et froid. Les galaxies, autrefois majestueuses avec leurs bras spiraux lumineux et leurs amas d'étoiles scintillantes, seront devenues des structures fantomatiques peuplées principalement de cadavres stellaires, de naines blanches refroidissantes, d'étoiles à neutrons inertes et de trous noirs silencieux, avec ici et là une naine rouge terne qui s'accroche encore à la vie. Imaginez le ciel nocturne depuis une planète hypothétique en orbite autour de l'une de ces dernières naines rouges. Le ciel serait presque complètement noir. Pas de voie lactée brillante traversant le firmament. Pas de constellation reconnaissable. Juste quelques points de lumière extrêmement faibles, ici et là, les dernières naines rouges, dans un rayon de quelques années-lumière. Le reste serait une obscurité absolue. Et l'étoile autour de laquelle cette planète orbiterait serait une naine rouge vieillissante, rougeoyant faiblement dans l'espace, sa lumière si terne qu'elle ne projetterait guère de lumière sur la surface de sa planète. Un perpétuel crépuscule, rouge et mélancolique, qui deviendrait lentement mais sûrement de plus en plus sombre. Et puis, un jour, cette dernière naine rouge aussi s'éteindra. La dernière réaction de fusion dans l'univers cessera. Le dernier noyau d'hydrogène sera consommé. Le dernier photon de lumière stellaire sera émis. Et pour la première fois dans l'histoire cosmique, il n'y aura plus aucune étoile allumée nulle part dans l'univers observable. Pas une seule. Nulle part. L'ère stellifère sera terminée. La lumière naturelle des étoiles aura disparu de l'univers. Pour toujours. Ce moment, la mort de la dernière étoile, est l'un des moments les plus profondément significatifs de l'histoire cosmique, même s'il n'y aura probablement personne pour le remarquer,
Pendant des milliers de milliards d'années, les étoiles ont été les phares du cosmos, les sources de lumière et de chaleur qui ont rendu la vie possible, les fournaises où les éléments lourds ont été forgés, les centres gravitationnels autour desquels les planètes ont dansé. Et maintenant, elles sont toutes éteintes. L'univers est plongé dans une obscurité que nous, créatures de lumière, pouvons à peine imaginer. Mais l'ère dégénérée ne signifie pas que rien ne se passe. L'univers n'est pas complètement mort. Pas encore. Il y a encore des objets, des structures, des événements, même s'ils sont de plus en plus rares et de plus en plus subtils. Après la mort des dernières étoiles, l'univers est peuplé de plusieurs types de cadavres cosmiques. Les naines blanches, désormais presque complètement refroidies, devenues des naines noires, des sphères de carbone et d'oxygène cristallisées à peine plus chaudes que l'espace qui les entoure. Les étoiles à neutrons, froides et inertes, des boules de neutrons ultra-denses dérivant silencieusement dans le vide, les trous noirs de toute taille, des trous noirs stellaires, aux trous noirs supermassifs au centre des galaxies mortes, attendant patiemment dans l'obscurité. Les naines brunes, ces objets substellaires trop petits pour avoir jamais déclenché la fusion nucléaire, trop massifs pour être des planètes, des objets qui n'ont jamais brillé et ne brilleront jamais. Et les planètes errantes, des planètes éjectées de leur système stellaire par des perturbations gravitationnelles au fil des milliards d'années, vagabondant seules dans le vide interstellaire et intergalactique, gelées et invisibles. De temps en temps, très rarement, un bref éclair de lumière brisera la monotonie de l'obscurité. Deux naines brunes errant dans la galaxie morte se percuteront accidentellement. Leur masse combinée sera peut-être suffisante pour déclencher brièvement la fusion nucléaire, et pendant quelques milliards d'années, une petite étoile brillera faiblement dans le néant. C'est comme une allumette craquée dans une caverne immense et noire. Un instant de lumière, puis le retour de l'obscurité. Parfois, deux naines blanches en orbite l'une autour de l'autre, lentement rapprochées par la perte d'énergie due à l'émission d'ondes gravitationnelles, finiront par fusionner. Si leur masse combinée dépasse la limite de Chandrasekhar, environ 1,4 masse solaire, la fusion déclenchera une supernova thermonucléaire de type 1A, une explosion cataclysmique qui illuminera brièvement la galaxie morte. Un phare soudain dans un océan de ténèbres. Mais ces événements seront extraordinairement rares, séparés par des milliards ou des milliers de milliards d'années de silence et d'obscurité. Des fusions d'étoiles à neutrons se produiront aussi occasionnellement, produisant des kilonovae, des explosions plus faibles que les supernovae, mais tout de même spectaculaires, libérant des quantités massives d'éléments lourds et d'énergie. Mais ces événements seront eux aussi de plus en plus rares à mesure que les étoiles à neutrons sont éjectées des galaxies ou absorbées par les trous noirs. L'ère dégénérée est donc une ère de ténèbres ponctuée de rares et brèves éruptions de lumière. Comme les dernières braises d'un feu de camp, longtemps après que les flammes se sont éteintes. Parfois, une braise rougeoie un instant, clignote, puis s'éteint à nouveau. Mais la tendance générale est claire. L'obscurité progresse, les éclairs de lumière deviennent de plus en plus rares, et le silence cosmique s'approfondit. Pendant cette ère, la température de fond de l'univers continue de baisser. Le rayonnement de fond cosmique micro-ondes, cet écho du Big Bang qui baigne l'univers entier, est continuellement étiré par l'expansion cosmique. Sa longueur d'onde augmente
sa fréquence diminue, sa température chute. Actuellement à environ 2,7 Kelvin, il tombera à des fractions de Kelvin, puis à des millionièmes de Kelvin, puis à des milliardièmes de Kelvin. L'univers se refroidit inexorablement, se rapprochant asymptotiquement du zéro absolu sans jamais l'atteindre tout à fait. Et la question qui se pose est celle-ci. La vie pourrait-elle encore exister dans l'ère dégénérée? Pourrait-il y avoir des civilisations, des êtres pensants, des consciences dans cet univers de ténèbres et de froid? Certains physiciens théoriciens ont spéculé que oui, peut-être. Une civilisation suffisamment avancée pourrait peut-être extraire de l'énergie du refroidissement des naines blanches, utilisant la différence de température entre l'objet et l'espace environnant pour faire fonctionner des machines thermiques. Elle pourrait peut-être utiliser des réactions contrôlées, matière-antimatière, pour produire de l'énergie. Elle pourrait peut-être ralentir ses processus de pensée en pensant de plus en plus lentement pour consommer de moins en moins d'énergie, étirant chaque expérience subjective sur des milliards d'années de temps réel. C'est une idée fascinante, mais aussi profondément triste. Une civilisation contrainte de ralentir de plus en plus, de vivre de plus en plus lentement, chaque pensée prenant un temps astronomique, chaque décision nécessitant des éons de calcul, une vie au ralenti dans un univers mourant. Mais même ces stratégies désespérées ont leurs limites. Car l'ère dégénérée, aussi longue et sombre soit-elle, n'est pas l'acte final. Il y a quelque chose d'encore plus fondamental, d'encore plus dévastateur, qui attend la matière elle-même. Quelque chose qui rendra toutes les stratégies de survie impossibles. Quelque chose qui transformera la nature même de la réalité physique. Nous allons maintenant parler de la désintégration du proton. Et pour comprendre pourquoi c'est si important, il faut d'abord comprendre ce que nous tenons pour acquis au sujet de la matière. Nous supposons, dans notre vie quotidienne, que la matière est permanente. Les atomes qui composent une montagne semblent éternels. Les roches, les métaux, les cristaux paraissent indestructibles, ou du moins extraordinairement durables. Et au niveau subatomique, nous supposons que les protons, ces particules positives qui constituent le noyau de chaque atome, sont stables. Un proton, une fois créé, existe pour toujours. C'est ce que nous supposons. Mais est-ce vrai? Selon le modèle standard de la physique des particules, le proton est en effet stable. Aucune interaction connue ne peut le faire se désintégrer spontanément. Mais le modèle standard n'est pas le dernier mot en physique. Il y a des théories plus profondes, plus fondamentales, appelées théories de grande unification, qui cherchent à unifier les trois forces non gravitationnelles de la nature. La force électromagnétique, la force nucléaire faible et la force nucléaire forte en une seule force unifiée. Et beaucoup de ces théories de grande unification prédisent que le proton n'est pas éternellement stable. Il a une durée de vie finie, extraordinairement longue, mais finie. Selon ces modèles, un proton peut se désintégrer spontanément en particules plus légères, typiquement un positron et un pion neutre, qui se désintègrent lui-même en photons. La demi-vie prédite du proton varie selon les modèles, mais elle est typiquement de l'ordre de 10 puissance 34 à 10 puissance 41 ans. Ces nombres sont d'une magnitude qui défie l'imagination. 10 puissance 34 ans, c'est un suivi de 34 zéros d'années. C'est 1 milliard de fois l'âge actuel de l'univers. Même 10 puissance 41 ans est un nombre que notre cerveau
ne peut tout simplement pas appréhender dans sa totalité. Mais malgré leur énormité, ces nombres ne sont pas infinis, et dans un univers qui a toute l'éternité devant lui, même ces durées cosmiques finiront par s'écouler. Des expériences ont été menées pour détecter la désintégration du proton. Le détecteur Super Kamiokande au Japon, un réservoir souterrain contenant 50 000 tonnes d'eau ultra pure, entouré de milliers de détecteurs de lumière, surveille patiemment les protons dans ces molécules d'eau, espérant surprendre l'un d'entre eux en train de se désintégrer. Jusqu'à présent, aucune désintégration de protons n'a été observée. Cela signifie que la demi-vie du proton est au moins supérieure à environ 10 puissance 34 ans. Mais cela ne signifie pas que la désintégration est impossible. Cela signifie simplement que les protons sont très, très stables. Si la demi-vie est de 10 puissance 40 ans, par exemple, les chances de voir un proton se désintégrer dans le volume de Super Kamiokande pendant la durée de vie de l'expérience sont astronomiquement faibles. Nous n'avons tout simplement pas encore attendu assez longtemps. Si les protons se désintègrent effectivement, les conséquences pour le futur lointain de l'univers sont absolument fondamentales. Cela signifie que toute la matière, tout ce qui est fait d'atomes, tout ce qui est fait de protons et de neutrons est fondamentalement transitoire. Les naines blanches, ces cadavres stellaires qui semblaient pouvoir durer éternellement dans leur refroidissement patient, seront lentement rongés de l'intérieur par la désintégration de leurs propres constituants. Proton par proton, atome par atome, elles se dissoudront. Le processus sera extraordinairement lent. Une naine blanche d'une masse solaire perdrait un proton ici, un proton là, chaque désintégration libérant une minuscule quantité d'énergie sous forme de positrons et de photons. Au fil de 10 puissance 37 années ou plus, la naine blanche s'éroderait, perdrait sa masse, se réchaufferait légèrement grâce à l'énergie de désintégration et finirait par disparaître complètement. Pas en s'effondrant, pas en explosant, mais en se dissipant, en se dissolvant dans le néant, particule par particule, comme un château de sable rongé par une marée invisible et infiniment patiente. Les étoiles à neutrons subiront le même sort. Malgré leur densité incroyable, elles sont faites de neutrons, et les neutrons sont faits de quarks, et les quarks sont liés par la force nucléaire forte, qui est la même force que les théories de grande unification prédisent capables de médier la désintégration du proton. Si les protons se désintègrent, les neutrons aussi. La matière nucléaire, qui compose les étoiles à neutrons, sera lentement érodée, transformée en radiation et en particules légères. L'étoile à neutrons se dissoudra, tout comme la naine blanche. Les planètes, les lunes, les astéroïdes, les comètes, tout objet fait d'atomes subira le même destin. Chaque proton dans chaque atome de fer, de silicium, d'oxygène, de carbone, dans chaque roche, dans chaque grain de poussière, finira par se désintégrer. La matière baryonique, la matière ordinaire dont nous sommes faits et dont est fait tout ce que nous pouvons voir et toucher, disparaîtra de l'univers. Pas soudainement, pas dramatiquement, mais avec une patience et une inexorabilité qui sont presque plus terrifiantes que toute explosion. Avant même que la désintégration du proton ne soit complète, il y a un phénomène quantique encore plus subtil qui pourrait transformer les restes stellaires. Le tunneling quantique, ce processus par lequel une particule peut passer à travers une barrière d'énergie qu'elle ne devrait classiquement pas pouvoir franchir, peut permettre des réactions de fusion nucléaire, même à des températures proches
du zéro absolu. Pas par l'énergie thermique comme dans les étoiles normales, mais par la simple probabilité quantique. Si vous attendez suffisamment longtemps, même les réactions les plus improbables finissent par se produire. Théoriquement, au fil de durées inimaginables, le tunneling quantique pourrait convertir toute la matière dans les naines blanches et autres résidus en fer 56, le noyau atomique le plus stable. Des objets appelés étoiles de fer se formeraient, des sphères froides et sombres de fer pur, le résultat final de milliards d'années de fusion quantique ultra lente. Mais même ces étoiles de fer ne seraient-ils pas éternelles? Si les protons se désintègrent, le fer 56 se désintègre aussi. Les étoiles de fer ne sont qu'une étape intermédiaire, un dernier sursis avant la dissolution finale de la matière. Il y a quelque chose de profondément dérangeant dans l'idée que la matière n'est pas permanente. Nous nous accrochons à l'idée de solidité, de durabilité, de permanence. La matière semble si réelle, si substantielle, si fondamentale. Le sol sous nos pieds, les montagnes à l'horizon, les étoiles dans le ciel. Et pourtant, si les théories de grande unification sont correctes, tout cela est temporaire. Tout cela est en sursis. Donnez suffisamment de temps, et suffisamment de temps sera disponible dans l'éternité de l'ère dégénérée, chaque atome de matière dans l'univers se dissoudra en radiation et en particules légères. La matière n'est pas le fondement de la réalité. C'est une structure temporaire, un arrangement transitoire d'énergie destiné à se défaire. La matière est un château de cartes cosmiques et les cartes tombent une par une, si lentement que nous ne pouvons pas le voir, mais si inévitablement que rien ne peut l'empêcher. Et maintenant, après la dissolution de la matière, que reste-t-il? Quel est le dernier acte de cette tragédie cosmique? Nous arrivons aux ultimes souverains de l'univers, les dernières entités significatives dans un cosmos vidé de toute substance. Les trous noirs. Quand tous les protons se seront désintégrés, quand toutes les naines blanches, toutes les étoiles à neutrons, toutes les planètes et tous les débris auront disparu, les seuls objets macroscopiques restants seront les trous noirs, car les trous noirs ne sont pas faits de matière baryonique ordinaire. Ils ne sont pas composés de protons et de neutrons que la désintégration pourrait ronger. Un trou noir est une déformation de l'espace-temps lui-même, une singularité enfermée derrière un horizon des événements, un gouffre gravitationnel qui ne contient pas de la matière, au sens classique, mais de la courbure de l'espace-temps. La désintégration du proton ne les touche pas. Les trous noirs seront donc les derniers rois de l'univers, régnant sur un cosmos vide et froid. Et il y en aura de toute taille. Les trous noirs stellaires, formés par l'effondrement d'étoiles massives, auront des masses de quelques masses solaires, à quelques dizaines de masses solaires. Les trous noirs intermédiaires, formés par des fusions successives de trous noirs stellaires ou par d'autres processus encore mal compris, pourraient avoir des masses de centaines à des centaines de milliers de masses solaires. Et les trous noirs supermassifs, ces monstres tapissant au centre de chaque grande galaxie, auront des masses de millions à des milliards de masses solaires. Certains auront peut-être grandi encore davantage au fil des éons, absorbant d'autres trous noirs, de la matière noire, des restes stellaires, devenant des trous noirs ultramassifs, d'une taille presque inimaginable. Nous connaissons déjà des trous noirs d'une masse stupéfiante. Thon 618, un quasar lointain,
abrite un trou noir d'environ 66 milliards de masses solaires. Phénix A, au centre de l'amas de galaxies du même nom, possède un trou noir estimé à environ 100 milliards de masses solaires. Ce sont des objets dont la taille dépasse notre capacité de visualisation. L'horizon des événements de Thon 618 est plus grand que l'ensemble de notre système solaire. Et dans le futur lointain, après des milliards d'années de croissance par accrétion et fusion, certains trous noirs pourraient être encore plus massifs. Parlons un peu plus en détail de ce que sont les trous noirs, car ils méritent que nous nous y attardions. Un trou noir se forme quand une masse suffisante est comprimée dans un volume suffisamment petit pour que la vitesse d'échappement à sa surface dépasse la vitesse de la lumière. L'horizon des événements est la surface imaginaire autour du trou noir où la vitesse d'échappement est exactement égale à la vitesse de la lumière. À l'intérieur de cette surface, rien ne peut s'échapper, pas même la lumière. C'est un point de non-retour cosmique. Tout ce qui franchit l'horizon est capturé pour toujours, aspiré inexorablement vers la singularité centrale. La singularité elle-même est un mystère profond. Selon la relativité générale d'Einstein, la singularité est un point de densité et de courbure infinie, où les lois de la physique telles que nous les connaissons cessent de s'appliquer. Mais la plupart des physiciens pensent que l'infini est le signe que la théorie est incomplète, qu'une théorie plus fondamentale, une théorie quantique de la gravité, résoudrait la singularité en quelque chose de plus physiquement raisonnable. Mais nous n'avons pas encore cette théorie. La singularité reste un point d'interrogation, un trou dans notre compréhension de la réalité, littéralement et figurativement. Près d'un trou noir, l'espace-temps est déformé de manière extrême. Le temps ralentit. Un observateur proche de l'horizon des événements verrait l'univers extérieur accélérer et s'emballer, tandis qu'un observateur lointain verrait l'observateur proche se figer, son horloge ralentissant jusqu'à s'arrêter apparemment au moment de franchir l'horizon. Les forces de marée, la différence de gravité entre des points proches et des points éloignés du trou noir peuvent être immenses, étirant tout objet en un long fil mince, un processus graphiquement nommé spaghettification. Un astronaute tombant dans un trou noir stellaire serait étiré comme un spaghetti bien avant d'atteindre la singularité. Pour un trou noir supermassif, cependant, les forces de marée à l'horizon sont beaucoup plus douces, car l'horizon est beaucoup plus éloigné de la singularité. Un astronaute pourrait franchir l'horizon d'un trou noir supermassif sans même s'en rendre compte. Mais une fois passé, il n'y aurait pas de retour. Il y a aussi le paradoxe de l'information. L'un des problèmes les plus profonds et les plus controversés de la physique théorique moderne. Quand de la matière tombe dans un trou noir, l'information qu'elle portait, sa composition, sa structure, son histoire, semble disparaître. Mais la mécanique quantique dit que l'information ne peut jamais être véritablement détruite. Alors où va l'information? Est-elle stockée d'une manière ou d'une autre sur l'horizon des événements? Est-elle émise sous une forme codée dans le rayonnement de Hawking? Ou nécessite-t-elle une physique entièrement nouvelle pour être résolue? C'est un débat qui fait rage depuis des décennies, et il touche au cœur même de notre compréhension de la gravité, de la mécanique quantique et de la nature de l'information elle-même. Mais revenons à notre histoire cosmique. Dans l'ère post-protonique, quand toute la matière ordinaire a disparu, les trous noirs flottent dans un univers presque entièrement vide.
l'espace entre eux est rempli d'un brouillard incroyablement ténu de photons, d'électrons, de positrons et de neutrinos, les produits de la désintégration de la matière, ainsi que de matière noire dont la nature reste incertaine. Les trous noirs sont les derniers objets significatifs, les dernières concentrations de quoi que ce soit dans un cosmos de vide presque parfait. Et pendant un temps inimaginablement long, ils régneront seuls, seigneurs silencieux d'un royaume d'obscurité. Mais les trous noirs ne sont pas éternels. Et c'est ici que l'histoire atteint peut-être son moment le plus poignant, car même ces derniers bastions de structure, ces ultimes vestiges de la richesse cosmique, sont condamnés à disparaître. Et la sentence vient de l'endroit le plus inattendu, la mécanique quantique. En 1974, le physicien britannique Stephen Hawking fit une découverte théorique qui allait bouleverser notre compréhension des trous noirs et, par extension, du destin ultime de l'univers. En appliquant les principes de la mécanique quantique aux abords de l'horizon des événements d'un trou noir, Hawking montra que les trous noirs ne sont pas véritablement noirs. Ils émettent un rayonnement thermique extrêmement faible, un rayonnement qui porte désormais son nom, le rayonnement de Hawking. Pour comprendre le rayonnement de Hawking, il faut d'abord comprendre quelque chose de fondamental sur le vide quantique. Ce que nous appelons le vide, l'espace vide, n'est pas vraiment vide. Selon la mécanique quantique, le vide est un bouillonnement constant de paires de particules virtuelles. Une particule et son antiparticule, qui apparaissent spontanément, existent pendant une fraction de seconde, infinitésimale, et s'annihilent mutuellement, disparaissant aussi soudainement qu'elles étaient apparues. Ce processus se produit partout dans l'univers, tout le temps, sans interruption. C'est une conséquence directe du principe d'incertitude de Heisenberg, qui stipule qu'il y a toujours une fluctuation minimale d'énergie dans tout système, y compris le vide. Maintenant, imaginez que l'une de ces paires de particules virtuelles apparaît juste à la frontière de l'horizon des événements d'un trou noir. Il est possible que l'une des deux particules soit créée juste à l'intérieur de l'horizon et l'autre juste à l'extérieur. La particule à l'intérieur est capturée par le trou noir. La particule à l'extérieur, privée de son partenaire d'annihilation, ne peut plus disparaître. Elle devient réelle. Elle s'échappe dans l'espace, emportant avec elle une petite quantité d'énergie. Cette énergie provient, en dernière analyse, du trou noir lui-même. Car la particule capturée, en termes de bilan énergétique, a une énergie négative du point de vue du trou noir. En l'absorbant, le trou noir perd un tout petit peu de masse, et la particule qui s'échappe emporte cette masse énergie loin dans l'espace. Ce processus, répété un nombre incalculable de fois, constitue le rayonnement de Hawking. Le trou noir émet un flux constant, extrêmement faible, de particules, principalement des photons à très basse énergie, et en émettant ce rayonnement, il perd de la masse. Lentement, inexorablement, le trou noir s'évapore. Il rétrécit, et un jour, après un temps astronomiquement long, il disparaît complètement. Mais à quel point ce processus est-il lent? C'est ici que les chiffres deviennent véritablement vertigineux. Le taux d'évaporation d'un trou noir est inversement proportionnel au carré de sa masse. Plus un trou noir est massif, plus il s'évapore lentement. Et les trous noirs astrophysiques sont très massifs. Un trou noir d'une masse de 10 masses solaires mettrait environ 10 puissance 67 ans pour s'évaporer complètement par rayonnement de Hawking. 10 puissance
67 ans. Rappelons que l'âge actuel de l'univers est d'environ 10 puissance 10 ans. 10 puissance 67 est un nombre qui est à l'âge actuel de l'univers, ce que l'âge de l'univers est à 1 milliardième de milliardième de milliardième de milliardième de milliardième de seconde. C'est un temps si long qu'aucune analogie ne peut véritablement le rendre tangible. Et ce n'est que pour un petit trou noir stellaire. Les trous noirs supermassifs sont bien plus patients. Sagittarius, A étoile. Le trou noir supermassif au centre de notre Voie lactée, avec une masse d'environ 4 millions de masses solaires, mettrait environ 10 puissance 87 ans pour s'évaporer. Et les plus grands trous noirs connus, les monstres de dizaines ou centaines de milliards de masses solaires, mettraient 10 puissance 100 ans ou plus. 10 puissance 100, c'est un gogol. Un suivi de 100, 0. Un nombre si grand qu'il faudrait des lignes et des lignes pour l'écrire en entier. Et c'est le temps qu'il faudrait au plus grand trou noir de l'univers pour s'évaporer. Pendant tout ce temps d'évaporation, le trou noir émet un rayonnement de Hawking extraordinairement faible. La température du rayonnement est inversement proportionnelle à la masse du trou noir. Pour un trou noir supermassif, cette température est incompréhensiblement basse, des milliardièmes de milliardièmes de milliardièmes de Kelvin, bien en dessous de la température du fond cosmique micro-ondes actuel. Pour un trou noir de masse stellaire, elle est un peu plus élevée, mais toujours infinitésimale. La puissance rayonnée est si faible qu'elle est totalement indétectable par n'importe quel instrument que nous possédons ou pourrions concevoir avec la technologie actuelle. Mais à mesure que le trou noir s'évapore et rétrécit, sa température augmente. C'est l'une des propriétés les plus contre-intuitives de la thermodynamique des trous noirs. Plus un trou noir est petit, plus il est chaud. Et plus il est chaud, plus il rayonne rapidement. Et plus il rayonne rapidement, plus il rétrécit vite. Et plus il rétrécit, plus il est chaud. C'est un processus qui s'accélère, une boucle de rétroaction positive. Très lentement au début, pendant des éons inimaginables, le trou noir rétrécit imperceptiblement. Mais dans ces tout derniers instants, le processus s'emballe. Le trou noir devient de plus en plus petit, de plus en plus chaud, de plus en plus lumineux. Dans ces dernières secondes, sa température atteint des milliards de degrés. Il brille d'un éclat aveuglant, un bref flash de lumière et de chaleur dans un univers sombre et froid. Et puis, dans un dernier sursaut d'énergie, il disparaît. Complètement. Le trou noir n'est plus. L'énergie de sa masse a été entièrement convertie en rayonnement de Hawking, dispersé dans l'espace sous forme de photons et de particules légères. La mort du dernier trou noir sera le point final de l'ère des structures dans l'univers. Quand le dernier trou noir supermassif émettra son dernier photon de Hawking et s'évaporera dans le néant, il n'y aura plus aucun objet macroscopique dans l'univers. Plus d'étoiles, plus de planètes, plus d'atomes, plus de trous noirs. Rien que des particules subatomiques dispersées dans un espace en expansion infinie, se refroidissant asymptotiquement vers le zéro absolu. Ce sera la fin de tout ce que nous pourrions reconnaître comme une structure, une entité, un objet. La dernière page du dernier chapitre de l'histoire matérielle de l'univers. Ce dernier flash de lumière, quand le dernier trou noir s'évapore, est peut-être le moment le plus solitaire et le plus poignant de toute l'histoire cosmique. Un bref éclair dans un vide si vaste qu'il défie l'imagination
si froid qu'il est à peine au-dessus du zéro absolu, si vide qu'il ne contient pratiquement rien. Un adieu final de l'univers à la complexité, à la structure, à tout ce qui fait que les choses sont des choses. Et personne ne sera là pour le voir. Personne ne sera là pour le marquer. Personne ne sera là pour se souvenir. Et après, cela vient l'ère sombre, l'ère finale, l'ère qui n'aura pas de fin, l'ère qui durera pour toujours. Bienvenue dans la nuit éternelle de l'univers. L'ère sombre commence environ 10 puissance 100 ans après le Big Bang, quand le dernier trou noir s'est évaporé, et elle se prolonge pour toujours. Il n'y a pas de date de fin, il n'y a pas de chapitre suivant. L'ère sombre est l'état final de l'univers, son repos éternel, son silence permanent. Et que contient cet univers en repos? Presque rien. Littéralement, presque rien. L'inventaire complet de l'univers dans l'ère sombre se résume à ceci. Des photons étirés à des longueurs d'onde si immenses par l'expansion cosmique qu'ils portent une énergie infinitésimale. Des électrons et des positrons, les particules chargées les plus légères, errant librement dans le vide. Des neutrinos, ces particules fantomatiques qui interagissent à peine avec quoi que ce soit, glissant silencieusement à travers l'espace. Et peut-être des gravitons, si la gravité est effectivement quantifiée, les particules hypothétiques porteuses de la force gravitationnelle. C'est tout. Pas d'atomes, pas de molécules, pas de poussière, pas de roches, pas de planètes, pas d'étoiles, pas de galaxies, pas de trous noirs, pas de structure d'aucune sorte. Juste un brouillard infiniment dilué de particules subatomiques dispersées dans un espace en expansion continue avec une densité si faible qu'une seule particule pourrait être seule dans un volume plus grand que l'univers observable actuel. La température de cet univers sera infinitésimalement proche du zéro absolu. Pas exactement au zéro absolu, car le troisième principe de la thermodynamique dit que le zéro absolu ne peut jamais être véritablement atteint, mais asymptotiquement proche. Des fractions de degrés si infimes qu'elles n'ont aucune signification pratique. 10 puissance moins 30 Kelvin, peut-être, ou moins. Un froid si profond que même les concepts de chaud et de froid perdent leur sens. L'obscurité sera totale. Pas de lumière dans aucune longueur d'onde détectable par aucun instrument concevable. Les photons qui restent dans l'univers auront été étirés par l'expansion cosmique à des longueurs d'onde si immenses, plus grandes que des galaxies, plus grandes que le diamètre de l'univers observable actuel, qu'ils ne porteront essentiellement aucune énergie. Pas de lumière visible, bien sûr, mais aussi pas d'infrarouge, pas de micro-ondes, pas d'ondes radio. Juste un bruit de fond d'une faiblesse indicible, un murmure éteint du Big Bang étiré au-delà de toute reconnaissance. Il n'y aura pas de chimie, car il n'y aura pas d'atomes pour réagir. Il n'y aura pas de complexité, car il n'y aura pas de structure pour la porter. Il n'y aura pas de gradient thermodynamique, pas de différence de température entre un point et un autre, car tout sera à la même température infinitésimale. Et sans gradient thermodynamique, aucun travail ne peut être accompli. Aucun processus ne peut se produire. Aucune machine ne peut fonctionner. Aucun organisme ne peut vivre. Aucune pensée ne peut être pensée. C'est l'état d'entropie maximale, le désordre maximal, l'équilibre thermodynamique parfait, la mort thermique de l'univers.